On va aborder maintenant la dernière question sur la conscience humaine. On admet que les animaux existent, sont complexes, etc. On veut voir, est-il possible que la conscience existe? Je vais séparer en trois questions. Qu'une intelligence complexe peut reposer sur un substrat matériel, physico-chimique. Est-ce qu'un être complexe, les animaux sont complexes, et ce que je vais appeler une intelligence complexe, c'est un être qui perçoit correctement son environnement et il réagit de façon adaptée. Alors, les animaux sont complexes, beaucoup d'animaux. Est-ce qu'il peut y avoir un comportement moral qui sort d'un être purement naturel, ça sort naturellement de lui, il le crée naturellement, il ne le reçoit pas, que ça sort naturellement de lui. Et est-ce qu'on peut donner une interprétation naturelle, c'est-à-dire naturaliste, matérialiste, de l'idée de libre arbitre à laquelle nous tenons tous? Vous avez décidé d'être ici ce soir, j'ai décidé d'être ici ce soir, on est pas mal certain que ce n'est pas nos atomes qui nous ont manipulés. Est-ce qu'on peut se donner une interprétation matérialiste du concept de libre arbitre? Alors, je vais supposer que vous vous êtes acheté un robot pour faire les tâches ménagères. On va lui donner des yeux, on va lui donner des oreilles pour recevoir vos ordres. Et il va regarder dans lui-même pour savoir si ses piles sont bonnes, s'il ne manque pas d'huile. On va lui donner un petit capteur. Ce qu'on fait pour le robot, il va se demander, je vois. Ben, il y a des caméras qui lui donnent des images. Pour voir, il faut extraire de l'information de l'image. Si on fait ça d'habitude, on fait ça d'habitude avec des algorithmes mathématiques pour reconnaître, chercher de l'information dans les images. J'entends, mais qu'est-ce que j'entends? Je vais extraire de l'information du son. Normalement, ce qu'on fait, on transforme le son, qui est dans le domaine temporel, on le transforme en fréquence. Et puis, je sens tout ça, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, j'ai des buts, je vais prendre des décisions. Ce qu'on vient de faire pour notre robot, on lui a généré un monde intérieur. On lui a généré un monde intérieur. On a remplacé le monde extérieur par un ensemble de signes, de caractéristiques, et ça convient tout à fait. Notre robot, ça pourrait être, par exemple, il est dehors et il y a une image d'une voiture automobile, il y a une image, il l'analyse, et il dit, il y a une automobile. Mais son image n'a rien à voir avec l'automobile. L'image, c'est des pixels, c'est des valeurs d'intensité. L'automobile, c'est des milliers de kilogrammes de métal. Mais il a reconnu qu'il y avait une automobile là. La seule chose qui est importante, c'est que son monde intérieur soit corrélé de façon répétable au monde extérieur. C'est ce qu'on a fait pour le robot et je prétends que c'est la même chose pour les animaux complexes. Je vais regarder rapidement le sens de la vue, par exemple, chez l'être humain. L'œil humain contient, au niveau de la rétine, à peu près 130 millions de cellules photosensibles, les cônes, les bâtonnets. Ce qui s'en va vers le cerveau, c'est un nerf optique qui contient seulement 1 million de fibres. Entre l'étage ici et celui-là, là-bas, il y a eu une étape de compression d'information. Ce qui veut dire que ce qui est reçu dans le cerveau, ce n'est pas une image des pixels. D'ailleurs, qui est-ce qu'il y aurait d'assis dans le milieu du cerveau pour regarder cette image-là? C'est le problème du théâtre intérieur là, des philosophes. Il n'y aurait personne. Ce qui se passe ici, c'est que dès ce niveau-là, et le sens de la vision, c'est un des mieux étudiés, des regroupements de cellules sensibles vont réagir, par exemple, seulement si on veut une ligne droite. Et ils vont réagir plus intensément, dépendamment de l'orientation de la ligne droite. D'autres ne vont réagir que si on veut une forme circulaire. D'autres vont réagir seulement s'il y a un mouvement, etc. Ce qui est envoyé au cerveau, ce n'est pas l'image du monde, c'est des caractéristiques avec lesquelles on représente le monde. Et même, c'est même moins que ça, parce qu'en réalité, on passerait énormément de temps à computer de l'information si on faisait ça constamment. En fait, à un moment donné, je ferme mes yeux, je rouvre mes yeux, j'ai une scène, ce tableau-là est envoyé. Tant que personne ne bouge, ne bougez pas, OK, j'en vois plus aucune autre information. Et ça, c'est très bien documenté. Seulement les parties de l'image où il va y avoir un changement vont envoyer de l'information au cerveau. Ce n'est pas l'image qui est traitée, c'est les caractéristiques. Donc, encore là, on a remplacé le monde extérieur par un ensemble de caractéristiques. Et le but, ultimement, en tout cas, ce qui a été gardé, ces caractéristiques-là, c'est celles qui ont été gardées par l'évolution parce qu'elles nous étaient utiles
Et ultimement, c'est pour déclencher des alarmes ou des choses intéressantes. Prenons l'oreille. Le centre de l'oreille, c'est la cochlée. Dans la cochlée, il y a des cellules ciliées. Ces cellules-là, c'est des descendantes en droite ligne des flagelles des premiers unicellulaires. Okay? Fait qu'on a conservé encore du bon stock. Okay? On a des cellules qui ont des grandes dimensions, de grandes longueurs, diamètres différents, jusqu'à une autre extrémité, plus petite dimension, plus petite longueur, plus petite taille. Même chose que dans la contrebasse. Dans la contrebasse, on a des cordes longues et plus épaisses. On va pouvoir générer des fréquences basses. Le violon va avoir des cordes plus petites et des plus minces, va générer des fréquences plus élevées. À l'intérieur de c'est presque une harpe ou l'intérieur d'un piano, on a des cellules. Celles-ci ne vont réagir qu'aux basses fréquences. Celles-ci ont des fréquences intermédiaires. On a fait comme notre robot. On a remplacé le mur extérieur, le monde extérieur des sons, par un monde différent, qui est celui des fréquences. Et c'est en fait, c'est l'application de la transformée de Fourier, qui est un des outils les plus répandus en mathématiques et en physique. Celui qui a découvert ça, le premier, c'est Helmont, dans les années 1840 ou 1850. C'est assez fascinant. Or, on va se donner maintenant une idée de ce que peut être la conscience. On a donc ces circuits-là, là, parce qu'on en a dans la peau aussi, des capteurs de pression, de température qui envoient des signaux. On a nos organes internes, etc. Tout ce monde-là communique et envoie des signaux dans le cerveau, dans toutes les cellules du cerveau. Est-ce qu'il y a là quelqu'un qui regarde les signaux arriver, puis il fait un calcul et qui pèse sur un bouton? C'est pas comme ça qu'on se représente les choses. Ce qu'on se représente comme façon, c'est que tous ces signaux-là qui arrivent de partout dans l'organisme, ils communiquent d'un bout à l'autre du cerveau, etc. Et si on peut penser qu'au lieu d'avoir un petit démon qui est assis au cœur du cerveau et qui regarde sur un écran, ce qu'on a, c'est, j'aime beaucoup le terme encore là de Daniel Dennett, il est fameux pour trouver le bon mot, il est vraiment très bon. Un pandémonium, un grand assemblée de petits démons, chacun de ces circuits-là qui envoie de l'information, et chacun d'entre eux crie pour avoir l'attention. Et quand il y a vraiment une situation d'urgence, on va avoir un bouillonnement d'activité. Le chercheur Edelman appelle ça un noyau dynamique. Il va y avoir résonance, toutes les parties du cerveau. En passant, ce dont on parle, ça vient détruire un mythe extrêmement répandu. J'ai encore un de mes élèves qui m'en a parlé il y a quelques temps, qu'on utilise seulement 10% de notre cerveau. Fait que là, si on y pense comme il faut, si on fait des efforts, si on prie ou je ne sais pas trop quoi, on va peut-être apprendre à l'éviter. Vous voyez, c'est beaucoup. C'est pas vrai. Et les tests en imagerie cérébrale le démontrent de plus en plus. Notre cerveau est occupé à temps plein. Il est vraiment occupé à temps plein. On peut le développer à faire des choses plus intéressantes, là, mais il est occupé à temps plein. L'affaire du 10%, c'est un mythe. Or, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce bouillonnement-là, et à un moment donné, par l'intérêt de la chose, peut venir se greffer un mot, parce qu'il y a des mots aussi qui font partie de notre connaissance, etc., peut venir se greffer à ça, un mot, et là, on peut parler de quelque chose qui prend conscience. Mais tout ce temps-là, ça a marché en dedans de nous, puis on a pris des décisions, etc. Pour l'être humain aussi, qu'on se rappelle de l'œil, de l'oreille et tous les autres sens, il y a un monde intérieur qui est fait de représentation du monde extérieur. Ce qui vient couper aussi la corde à ceux qui pensent qu'on peut avoir une connaissance intuitive du monde. On ne peut pas connaître le monde de façon directe. On a nos signes intérieurs du monde extérieur. L'important, c'est que les deux soient corrélés. Okay? Qu'on sache reconnaître les choses et réagir de façon adaptée. Je vais finir avec le problème du libre arbitre. Ici, j'ai mis un point de départ d'où partent trois organismes, un vert, un rouge et un bleu. Point d'interrogation, ils ont eu une décision à prendre là. Il y a un vert qui est monté vers le haut, le rouge est parti à droite, le bleu vers le bas. Pourquoi? C'est pas. Ils n'ont pas représenté l'univers, la situation, ils ne la sont pas représentés de la même manière, et ils n'ont pas réagi de la même manière. Ensuite, on va en prendre un, il arrive ici, il doit prendre une décision, il décide d'aller par là, et ainsi de suite. La même chose pour tout le monde. D'abord, premièrement, comment ça se fait qu'ils n'ont pas réagi de la même manière? Si on croit
que tout est d'origine matérielle, naturelle. On devrait croire que c'est déterminé, puis tout le monde devrait être pareil. Mais non, on montre qu'au niveau du développement même dans la vie intra-utérine et dans les premiers mois, premières années, le cerveau continue de se développer. On n'est pas câblé à la naissance, on continue de se recâbler. Et on va même se recâbler ce soir. Si vous partez en vous souvenant d'une ou deux phrases, c'est parce que votre cerveau aura été modifié. Okay? Fait que, ils sont tous différents, ils ont été bâtis différemment, donc ils appréhendent le monde de façon différente, ils ont des capacités différentes et ils réagissent de façon différente. Quand ils arrivent à un endroit, la bifurcation qu'ils vont prendre, elle est unique pour eux. Je veux dire. À chaque fois, on a une bifurcation et on va dans une nouvelle partie de l'univers des possibles. J'appelais ça l'univers des possibles. Chacun explore l'univers des possibles. D'une certaine manière, il le crée au fur et à mesure aussi. On crée des actions qui ont des conséquences. Alors, la question que je pose, c'est est-ce qu'il est possible que le libre arbitre tel qu'il est senti et perçu et désiré, nous souhaitons le libre arbitre, est-ce qu'il est possible que c'est parce qu'on n'a pas encore fait le tour de tous les possibles? Si on avait fait 100 fois le tour de toutes les possibilités, on verrait quelqu'un décider à gauche et dire « Ha ha, je sais à quoi il réagit. » Mais on n'a pas fait le tour de cette immensité de possibilités-là. Je prétends de cette manière-là que le libre arbitre, tel qu'on le vit, et je pense qu'on a tout à fait de raison de le vivre, n'est pas du tout incompatible avec les visions qu'on peut se donner du monde complexe dans lequel on vit. Donc, conclusion, circuits neuronaux, complexité des sens, etc. Le langage permet l'essor de la civilisation. La science permet un libre arbitre. Le point important, c'est que, OK, on n'a pas tout prouvé. Si j'avais pu prouver que Dieu n'existait pas, bon, j'y arriverais pas. Bon. Si ce Dieu-là, supposons qu'il en existe un, s'il veut révéler la vérité à sa créature, il va falloir qu'il passe à travers le filtre des neurones. Il va falloir qu'il passe à travers le monde qu'il a créé. Et sa révélation va encourir toutes les... C'est un Dieu chicnaude encore. Sa révélation va encourir tous les dangers, tous les risques de la déformation. Okay? Et je vais juste finir rapidement parce que je pense que j'ai déjà dépassé mon temps. La deuxième partie du livre, c'est le dernier tiers du livre, je reprends la chose, oui, mais, et j'analyse un peu certains que j'appelle des dérapages, des idéalismes laïques. C'est pas parce qu'on dit que Dieu n'existe pas qu'on doit conclure rien n'est vrai, tout est permis. Tout n'est pas permis parce que de toute façon, l'être humain, il y a des limites. Il y a des limites qui sont posées en lui par son origine naturelle. Tout n'est pas permis. C'est ce que je regarde dans la dernière partie du livre, et je voudrais conclure avec cette belle phrase-là de Saint-Exupéry. On croit que l'homme est libre, on ne voit pas la corde qui le rattache au puits, au ventre de la terre. S'il fait un pas de plus, il meurt. Non, c'est ce que je dis, tout n'est pas permis. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention.